Je n'aurais jamais pensé qu'un jour viendrait où ma fille cesserait de me voir comme sa mère. La fourchette était encore à mi-chemin de ma bouche quand Camille le disait. Honnêtement, j'aimerais avoir une mère comme Geneviève. Elle sera la vraie grand-mère de notre bébé, pas juste. Tu sais, elle ne me regardait même pas, le disait comme si j'étais pas à 2 pas dans la salle à manger, en chaîne de notre maison à Versailles. La blanquette de veau fumait encore. Le gratin dauphinois doré trônait au centre de la table. La pièce devenait immobile, pas de tintement de verre, pas de rire gêné, juste le son de mon pouls dans mes oreilles sonne Marie. Mathieu, 38 ans, riait doucement, yeux rivés sur son verre de Bordeaux. Ma sœur s'agitait mal à l'aise et moi, je sentais ma mâchoire se relâcher une seconde avant de se crisper si fort que je pensais qu'elle pourrait craquer. Ja, precis mon couteau, ma serviette avec une précision lente, les pliait soigneusement sur la table. Ma main ne tremblait pas, ma voix ne craquait pas. Je regardais Camille, 36 ans, dans les yeux, ces mêmes yeux qui pleuraient pour moi la nuit après la mort de son père. Alors elle peut financer ta vie désormais, disais-je, pas fort, pas cruellement. Just a fini, je repoussais ma chaise, me levais, le raclement du bois sur le carrelage, résonnant comme un marteau de juge. Personne ne bougeait pour m'arrêter. Personne ne demandait si j'allais bien. Je sortais de ma propre maison cette nuit-là, sans sac à la main, sans clé tournée. Je partais. Je fermais même pas la porte d'entrée derrière moi. Je marchais 2 pâtés de maison avant de réaliser que mes mains étaient serrées si fort qu'elles faisaient mal. Je m'asseyais au bord du banc d'arrêt de bus à Versailles, celui avec la peinture écaillée, 1000 histoires imprégnées dans le bois, et je ne ressentais rien. Pas de rage, pas de chagrin, juste un silence lourd, morne. Dans ce silence, une question griffait mon torse. Quand avais-je cessé d'être sa mère pour devenir sa servante? C'était pas la première fois qu'elle me comparait à cette femme, Geneviève Roland, 65 ans, tout en perles, agressivité passive. Elle faisait des macarons, organisait des fêtes prénatales, donnait des conseils avec le sucre de quelqu'un qui n'avait jamais élevé un enfant seul. Camille l'adorait, ou peu, être adorait-elle la vie que Geneviève représentait. Mais ce soir, elle faisait un choix publiquement. C'était pas un lapsus, c'était une déclaration à cet instant. Je réalisais quelque chose qui me vidait complètement. Elle n'avait pas honte de ce qu'elle disait, elle le pensait. Alors je la laissais le penser. Et pour une fois, je n'allais pas supplier pour être choisie à nouveau. Des heures aérées sous les platanes de Versailles calmaient ma colère. Quand les réverbères s'allumaient, je rentrais chez moi. Cette maison me connaissait mieux que quiconque. Les murs gardaient l'écho de Camille quand elle avait 6 ans, m'appelant encore maman. La table de la cuisine portait encore l'éraflure de la nuit où elle veillait après minuit, pleurant son divorce. Nous deux trop fatigués pour remarquer le stylo s'enfonçant dans le bois. Tout était là, chaque partie d'elle, et rien de cela n'apportait plus
Je longeais le couloir, passant devant le mur de photos que j'avais pas mis à jour depuis plus d'1 an. Elle avait cessé de m'en donner de nouvelles après son mariage avec Mathieu. Sa mère est photographe professionnelle, disait-elle en haussant les épaules, comme si les portraits pris avec mon iPhone fissuré étaient une honte. J'entrais dans la nurserie que j'avais commencé à aménager dès qu'elle avait dit enceinte. C'était pas luxueux, mais chaleureux, vert doux, rideaux cousu main, un rocking chair d'occasion que j'avais retapissé moi-même. Sur l'étagère, chaque peluche qu'elle avait aimée, gardée, nettoyée, attendant un petit enfant que je pensais bercer. Je m'asseyais au bord du lit, une main sur le petit bonnet tricoté 2 semaines plus tôt, bleu pâle avec un bouton argenté cousu dessus. Elle ne l'avait jamais demandé, je l'avais fait comme toujours. Je pensais à son père, Jacques, à la difficulté. Après sa mort, elle avait 6 ans, en colère, seule, et j'étais trop fatiguée pour faire mon deuil correctement. Je travaillais littéralement, prenais des heures supplémentaires, encaissais nos économies pour qu'elle ne perde pas ses candidatures à l'université, vendait notre fonds de vacances pour lui acheter une voiture d'occasion. Personne ne voyait ça, personne ne le félicitait, mais je me souvenais des nuits dans la buanderie avec le sèche-linge en marche, juste pour qu'elle n'entende pas mes pleurs. Je l'avais élevée sans aide, sans applaudissements, sans plainte. Et maintenant, elle s'asseyait à ma table, louant une autre femme comme sa vraie mère, comme si j'avais pas saigné pour sa vie. L'ancienne Madeleine aurait préparé un gratin le lendemain matin, juste pour maintenir la paix. Elle serait venue aider à peindre la nurserie, prétendant que ça ne piquait pas. Mais je n'étais plus cette femme. Je marchais dans la cuisine, prenais le plat de gratin, préparé la veille, coquillettes, avec sauce béchamel, son préféré, et le jetais à la poubelle, encore chaud. Quelque part dans ma tête, j'entendais sa voix d'il y a des années. Maman, tu es trop pratique, tu ne gâtes jamais personne. Et j'avais ri alors, ne sachant pas que la praticité serait un jour utilisée contre moi. Elle reprochait que je ne lui donnais pas d'éclat, que je lui donnais la sécurité à la place. Elle oubliait que je nous nourrissais pendant les récessions, que je la serrais. Quand sa carte de crédit était refusée, l'université lui virait de l'argent. Avant qu'elle le demande, que je couvrais son loyer. Après que Mathieu avait été licencié pendant 3 mois, discrètement, sans honte, elle oubliait tout. Au Perret, elle s'en souvenait et décidait que c'était pas assez. Au centre culturel de Meudon, le jeudi, Suzanne, 66 Hands, disposait déjà les chaises pliantes, s'affairant sur le thermostat. Comme toujours, l'endroit sentait la cannelle, les livres poussiéreux, comme si le temps ralentissait poliment, juste pour nous. Madeleine, tu has l'air pâle, disait-elle, plissant les yeux en redressant une chaise. Dosto bien. Je mentais. Ça va, car que dire que votre fille a poussé votre amour d'une falaise, donné votre titre à quelqu'un d'autre, que vous avez passé 30 ans à élever une enfant qui vous traite maintenant comme une note de bas de page embarrassante. Mais Suzanne me connaissait depuis l'université, avant que je sois Madame Fournier, avant que je sois la mère de Camille. Elle s'asseyait près de moi,
prenait ma main, disait « Comme toujours, quand quelque chose n'allait pas, ne garde pas ça, ça te pourrira. » Alors je racontais le dîner, les mots, les pas dans le noir. Suzanne se figeait, puis son visage, féroce, maternel, furieux à la fois, se durcissait. Elle t'a dit ça en face. Alors que tu étais là, je hochais la tête. J'ai toujours su que cette fille reprochait ta stabilité. Lançait-elle, tu ne l'as jamais gâtée, comme les Roland. Maurice Bond-Sang, Madeleine, tu lui as tout donné. Je n'étais jamais amusante, murmurai-je. Pas comme sa belle-mère avec le vin, les pyjamas de Noël assortis. Suzanne se tournait vers moi. Elle n'a pas le droit de réécrire l'histoire. Juste parce qu'il est plus facile d'aimer quelqu'un qui achète des tenues assorties. Tu l'as élevé seul. Tu lui as payé l'université, sorti de ce désastre d'hypothèque. Ricosse sa vie, chaque fois qu'elle s'effondrait, n'a parlé pas. Mais quelque chose craquait en moi, pas du chagrin, de la clarté. Pense, commençais-je lentement. Je pense qu'elle a toujours vu mon amour comme venant avec des conditions, parce que je ne dorais pas la vie. Tu lui as donné de la dignité, disait Suzanne, et maintenant elle a honte du miroir que tu lui tendais. Tja frappait fort. Peut être que je rappelais à Camille tout ce qu'elle voulait oublier, être fauchée, perdue, maternée par quelqu'un qui n'enrobait pas les leçons de louange. Les dimanches matines, j'arrivais tôt à l'église Saint-Pierre à Neuilly-sur-Seine. Je m'asseyais toujours près du fond, par habitude, pas par humilité. J'aimais regarder les gens entrer, leurs petits hochements, leurs rituels. Ça me rappelait que même quand votre enfant vous traite d'insignifiante, des inconnus offrent encore un signe de respect. Camille était là. Elle n'avait pas vu entrer. Elle discutait dans le vestibule avec une jeune femme sans ton haut, joyeux. Elle portait une robe bleue ajustée, mettant en valeur son ventre, comme une couverture de magazine pour bébé. Je n'allais pas écouter, je ne voulais pas, mais ces mots me parvenaient. Ma mère, disait Camille, feignant rire, elle est difficile. Elle l'a toujours été très amère. Elle n'a jamais vraiment soutenu mes rêves. Voulait juste que je sois pratique comme elle. La femme hochait la tête avec sympathie, comme on le fait quand quelqu'un dépeint son fardeau comme une blessure héroïque. Camille ajoutait « Son cœur était au bon endroit, je suppose, mais elle n'a jamais cru en moi. Je la suppliais de venir à mes expositions d'art. Elle disait toujours qu'elle devait travailler tard ou que ça ne paierait pas les factures. Je pensais, ce genre de jugement vous forme. Je restais figée, pas à cause de ce qu'elle disait, mais du prix qu'il lui coûtait de le dire si convaincamment. Cette exposition, je m'en souvenais, elle avait 19 ans. C'était la veille de l'échéance de son prêt étudiant. Et elle voulait que je voie des tirages noirs et blancs du sol de l'appartement de son ex-petite amie. J'avais fait un double quart. J'avais proposé d'y aller le lendemain. Elle pleurait. Je lui envoyais quand même des fleurs. Ça Night. Elle n'a jamais soutenu mes rêves. Je mordais l'intérieur de ma joue si fort que je goûtais le sang, pas de rage, de retenue,
car ce n'était pas juste réécrire, c'était effacer. Chaque longue nuit aux urgences, chaque boulot d'appoint pris pour qu'elle ait de nouvelles pointes de danse, chaque gâteau d'anniversaire fait maison, car je ne pouvais pas me permettre ceux de la boulangerie, tout transformé en amertume dans son histoire. Je sortais avant le début du sermon, je ne disais pas au revoir, pas par colère, mais parce que je comprenais, elle n'avait pas juste honte de moi, elle avait besoin que je sois son excuse les mardis matin. Le soleil filtrait par la fenêtre de la cuisine à Versailles, comme essayant de ne rien déranger, je bougeais lentement, méthodiquement, la voice m'attassait, plier le torchon, redresser le courrier, tout semblait délibéré, contrôlé comme en bouge. Quand on sait que quelque chose d'important arrive, mais qu'on n'est pas prêt à le dire à voix haute. À 10 heures, je marchais dans le cabinet juridique Dupont et Fils, à Boulogne-Billancourt. C'était calme, trop calme pour un endroit où les vies sont réécrites. Une jeune assistante m'offrait un café, mais je déclinais. J'étais pas là pour être réconfortée, j'étais là pour clore un chapitre. La réceptionniste me tendait un porte-bloc, un stylo, juste des mises à jour standards que vous avez demandé, Madame Fournier. Je ne sciais pas au nom. Je n'avais pas utilisé Madame depuis la mort de Jacques. Juste Madeleine Fournier, ni titre ni décoration, et juste moi, l'avocat, Maître Olivier Dufresne, 40 ans, sourit, comme s'il pensait devoir le faire, puis me faisait signe de m'asseoir face à son large bureau en verre. Vous vouliez discuter de votre testament, disait-il, glissant un dossier vers moi. Non, répondais-je, posant mon sac. Je veux le modifier. Psé. Son stylo s'arrêtait. Retirer quelqu'un? Oui. Il demandait le nom. Je le disais platement, Camille Berger, ma fille unique. Il levait les yeux. Surprise. Voulez-vous ajouter un bénéficiaire éventuel? J'avais déjà... je sortais une lettre pliée de mon sac. Des danses. La nouvelle directive écrite la nuit où je ne dormais pas après l'église, pas en colère, juste claire. Je la lui tendais. Il la dépliait lentement, parcourait les lignes. Je veux que l'argent mis de côté pour son héritage soit redirigé, disais-je, établir une bourse pour les mères célibataires, des femmes pratiques, celles qui n'ont personne pour leur dire qu'elles comptent. Olivier clignait des yeux, déconcerté par la précision. Vous ne voulez rien laisser à la famille. Je m'adossai à la chaise. La famille n'est pas définie par le sang, mais par la manière dont les gens se présentent. Les papiers ne prenaient pas longtemps. Le bureau était efficace. Les signatures nettes, la finalité étrangement paisible. En signant le dernier document, un soulagement étrange se déployait en moi, comme si je retenais mon souffle depuis 10 ans, me souvenant, d'expirer. C'était pas de la vengeance, c'est pas même une punition, c'était une libération. Je sortais de ce bureau plus légère que depuis des années. La ville de Boulogne-Billancourt s'agitait autour de moi. Klaxons. Gens se hâtant vers des déjeuners, des rendez-vous en retard. Il y a ne m'appréciez pas. M'arrêter dans une boulangerie. Acheter un scone,
pas pour Camille, pas pour quelqu'un d'autre, juste pour moi, aux myrtilles. Encore chaud. Je n'avais pas ouvert cette boîte depuis près de 10 ans. Elle reposait au fond du placard à linge, sous une pile de vieilles serviettes, de bougies parfumées jamais allumées. Le carton était mou avec l'âge, coin effiloché, mais il tenait, en le portant à la table de la cuisine, des danses, des lettres, des piles. Toute Jacques, mon mari, mort depuis 22 ans. Il écrivait constamment lors de chaque voyage d'affaires, chaque nuitée à l'usine, quand il manquait de personnel. Camille les trouvait ennuyeuses adolescentes. Les lettres de papa disent toujours la même chose. Se plaignait-elle? Sois gentille avec maman, n'oublie pas tes vitamines. Mais je gardais chacune, je dépliais celle de son 3e anniversaire. Il écrivait « Madeleine, elle est pleine de fougue, comme toi. Je le vois déjà, ne t'inquiète pas, si elle repousse les règles, elle te remerciera. Quand le monde cessera de l'indulger une autre, la semaine où elle s'était cassé le bras en tombant du portique. J'aimerais avoir été là, mais je suis content qu'elle t'a toujours... je m'arrêtais à celle écrite. Quand Camille était acceptée à l'université, il avait souligné 3 lignes. Tu n'as jamais été douce, tu étais stable, elle oubliera la différence jusqu'à ce qu'elle en ait à nouveau besoin, mais ne laisse pas ça t'endurcir. Il y a de la force à rester seule. Madeleine, ne t'excuse pas d'être le roc au lieu de la mer. Je ne sais pas pourquoi ces mots me frappaient si fort ce matin. Peut être parce qu'il me voyait la vraie moi, la femme qui gardait les lumières allumées, même sans remerciement, pour payer la facture, la mère qui apprenait à sa fille à budgéter, au lieu de mendier, qui réparait son toit, au lieu d'appeler un homme qui se tenait dans la cuisine chaque soir, remuant le dîner, pendant que tous oubliaient qu'elle était fatiguée aussi. Je regardais par la fenêtre, le jardin. Les pivoines avaient fleuri tôt cette année à Versailles. Roses, défiantes, comme si ça leur était égal qu'on les dise démodées. Être étais-je ainsi maintenant fini de fleurir pour l'approbation d'autrui. Je repliais les lettres soigneusement, les attachais avec un ruban, les posais près des documents de la bourse. Je n'allais pas supplier Camille de se souvenir de la vérité. Le téléphone sonnait en milieu d'après-midi. Juste en rempotant du Time, je faillis ne pas répondre, mais le numéro clignotant était celui de Camille. La curiosité l'emportait. J'essuyais mes mains sur un torchon, stabilisais mon souffle, décrochais. Salut, maman, disait-elle, voix un peu trop lumineuse. J'espère ne pas te déranger. J'entendais son sourire répété à travers la ligne. Je suis à la maison, répondais-je calmement, mais j'ai quelques trucs en cours. Une pause. Eh bien, continuait-elle, une touche de gaieté forcée. Nous finissons enfin la nurserie et je pensais, peut-être, si tu avais le temps, tu pourrais venir m'aider à choisir des couleurs de peinture. Tu étais toujours douée pour ça. Je tenais le téléphone loin de mon oreille un instant, le regardais comme si pouvait expliquer ce changement soudain.
Il y a 2 semaines, j'étais invisible, inutile, maintenance. J'étais douée avec les couleurs. Je ramenais le téléphone. J'ai d'autres priorités maintenant. Une autre pause, plus longue. Oh, disait-elle, déconcertée. D'accord? Comme quoi, je souriais à moi-même. Voilà, l'instant où elle réalisait que l'air avait changé. Je travaille sur quelque chose de personnel, disais-je calmement, et franchement, je ne suis pas disponible pour décorer. Le silence de son côté n'était pas juste gênant, il était offensé. Oh, eh bien, je ne réalisais pas que tu étais si occupée, disait-elle, sarcasme enrobant chaque mot. Je le suis, répondais-je simplement, et je ne fais plus de place pour les gens qui appellent seulement quand ils ont besoin de quelque chose. Ça la frappait, je le sentais à travers le grésillement. Son ton essayait de se reprendre, mais les fissures apparaissaient. C'est pas juste maman. Euh, je pensais juste que ce serait bien pour le bébé, qu'on pourrait faire quelque chose ensemble. Est-ce ce que tu pensais quand tu as appelé Geneviève, la vraie grand-mère, au dîner? Demandai-je, voix basse, mais ferme. Elle ne répondait pas. Pensais-tu à moi alors? Demandai-je encore, plus tranchante. Quand tu l'as dit, sans me regarder, as-tu oublié que j'ai passé chaque dimanche des 3 derniers mois à tricoter des chaussons, plier des grenouillères, pour une chambre où je ne suis plus bienvenue? Sa voix baissait. Je voulais pas dire ça comme ça, mais tu l'as dit comme ça, rétorquai-je. Puis, plus bas, plus froid, et tu ne t'es pas corrigé. Une longue pause essoufflée suivait. Elle avalait quelque chose. Peut être de la fierté, peut être le choc d'entendre une version de moi qu'elle n'avait jamais rencontrée. Eh bien, disait-elle enfin, je suppose que je ne réalisais pas que tu l'avais pris si durement. Voilà, l'arrogance douce de quelqu'un qui n'avait jamais été dit non. Je ne le prends pas durement, disais-je. Je prétends juste pas que ça n'est pas arrivé. Yattenda es un instant. Ajouter, je te souhaite le meilleur, Camille. Vraiment, mais je ne me rapisserai pas pour rentrer dans ta vie à tes conditions. Elle laissait échapper un souffle amer. Alors quoi? Tu en as fini avec moi maintenant? Non, disais-je. J'en ai fini de supplier pour un rôle que j'ai gagné il y a longtemps. Et puis je faisais ce qu'elle n'avait jamais vu venir. Je raccrochais, je posais le téléphone face cachée sur la table, cœur battante, pas de peur, mais de l'adrénaline pure, celle qui vient après avoir brisé un schéma. Le silence qui suivait était pur. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas cédé, n'avais pas offert d'apporter des macarons, adouci ma voix pour maintenir la paix. J'avais juste dit non. La rumeur commençait comme tout poison, lentement, discrètement, jusqu'à ce qu'elle soit partout. Suzanne était la première à me le dire. Nous étions dans la salle de réunion de l'église Saint-Pierre à Neuilly-sur-Seine, pliant des programmes pour la vente aux enchères caritatives. Elle se penchait, sa voix à peine un murmure. Tu veux peu être savoir. J'ai entendu Colette Brune chez le coiffeur. Elle disait que Camille raconte que tu n'es pas bien. Je levai les yeux lentement. Pas bien. Elle disait que tu es oublieuse,
que tu t'isoles peut être un début de démence. Les mots flottaient comme de la moisissure. Les yeux de Suzanne cherchaient les miens. Yenia Pacro, bien sûr. Mais, ça circule. Elle dit que tu as quitté le groupe de la fête prénatale à cause de la confusion, que tu as du mal avec les choses simples. Je clignais une fois, 2 fois. Je ne me sentais pas confuse. Je ressentais de la fureur, celle qui n'élève pas la voix, mais rétrécit le regard. Cette fille, disais-je doucement, réécrit l'histoire plus vite que je ne peux déchiqueter les preuves. La mâchoire de Suzanne se crispait, elle essaie de te discréditer avant que quiconque pose des questions. Et juste comme ça, je comprenais. Camille savait qu'elle était allée trop loin, que j'étais partie sans me retourner, et les gens commençaient à le remarquer. Alors au lieu d'assumer, elle décidait de me dépeindre comme instable. Ainsi, si je parlais, ils auraient déjà une raison de ne pas me croire. Je pliais le dernier programme de main tremblante. Elle ne veut pas affronter les conséquences, disais-je. Elle veut effacer les témoins. Suzanne ne disait rien un instant, puis sortait un petit carnet relié en cuir de son sac, le glissait sur la table. C'est quoi? Demandai-je. Un registre, disait-elle. Commence, note tout ce qu'elle a dit. Quand elle l'a dit, ce dont tu te souviens, ce qui est vrai, si ye bas contester ton esprit, montre-lui à quel point il est encore vif. Je ramenais le carnet chez moi, n'y écrivais pas pendant 3 jours, pas par hésitation, parce que je voulais que ma première entrée compte. Alors quand je l'ouvrais, je commençais par le dîner, les mots coulaient comme s'ils attendaient. La robe jaune de Camille, sa voix sans tremblement quand elle appelait Geneviève la vraie grand-mère, la pièce figée, mes mots exacts, ma marque verse la porte, le silence qui suivait, puis je documentais l'appel, les couleurs de peinture, la demande, le refus, la manière dont son ton changeait quand je disais non. Et enfin, les rumeurs, qu'elle disait que j'étais oublieuse, pas elle-même, qu'elle insinuait que je n'étais pas sûre pour un nouveau-né. J'écrivais chaque mot en caractères si clairs qu'on pouvait les lire de l'autre côté de la pièce. J'ajoutais mes registres financiers, les dates de mon dernier rendez-vous dentaire, des photos, des documents de la bourse, des témoignages des femmes du cercle de couture à Meudon, chacune qui m'avait vu conduire, budgéter, organiser, fonctionner comme la femme saine, stable que j'ai toujours été. Elle n'allait pas me traiter de délirante, pas quand les preuves étaient si impeccables. À la fin de la semaine, j'avais assemblé un classeur si complet que y rivaliser avec un audit fiscal, je n'en faisais pas de copie, pas encore, mais le plaçais dans un coffre ignifuge, étiqueté pour la clarté, si besoin. Puis je retournais au groupe de couture, au centre culturel de Meudon, comme si je n'avais pas été traînée dans la boue sociale. Je souriais, cousais, distribuais des madeleines, et quand Françoise Lefebvre, 70 ans, me prenait à part, murmurait « Madeleine, quelqu'un disait que tu agissais bizarrement récemment, mais tu sembles aller bien
Je croisais ses yeux sans ciller. La honte de Camille ne cadre pas avec son récit, disais-je. Alors, elle l'habille en mon déclin. Françoise hochait lentement la tête, puis disait quelque chose qui restait avec moi. Eh bien, tu ne sembles pas une femme qui s'efface, Madeleine. Tu sembles une femme qui va s'élever la semaine suivante. Je me retrouvais au cercle de couture à Meudon, entourée de femmes dont les mains avaient réparé bien plus que du tissu au fil des ans. Nous assemblions une courte pointe de mémoire pour la vente aux enchères silencieuses du centre communautaire. J'avais choisi un carré avec un oiseau bleu, le préféré de Camille quand elle était enfant. Suzanne s'asseyait près de moi, concentrée sur un patch de tournesol, mais ses yeux me jetaient parfois un regard inquiet. Madeleine, souffla-t-elle, es-tu sûre de vouloir continuer à venir avec ce que les gens murmurent? Je répondais pas tout de suite. Je sortis doucement un classeur de mon sac, pas pour faire une scène, juste pour le tenir. Je veux que les gens voient que je ne me cache pas, dis-je calmement. Je le glissai à Françoise, qui me regarda, les yeux écarquillés. Qu'est-ce que c'est? De la clarté, répondis-je. Tout ce que Camille disait, que j'avais oublié, tout ce qu'elle insinuait, que je ne pouvais plus gérer, mon agenda, des rapports médicaux, relevés bancaires, lettres de collègues, de bénévoles. Un silence tomba sur le groupe, ni yougement, ni pitié, juste une immobilité attentive, comme le calme après l'orage. Françoise ouvrit le classeur et tourna lentement les pages. Son visage passa de la confusion à l'admiration, du doute au respect. Elle essaie de t'effacer, dit-elle. La voix tendue, je hochai la tête, mais je sais qui je suis, comme un fil tiré dans le tissu. Quelque chose changea dans l'air. Une femme se pencha en avant. Je me souviens, le mois dernier, quand tu as organisé le relais de repas pour Claire après son opération, tu étais la seule à apporter un vrai repas et à rester faire la vaisselle. Une autre ajoutait, tu as fait nos comptes pour la collecte de fonds. Tout était équilibré au centime près, même une femme discrète murmurait. Tu m'as appris à poser une fermeture éclair. C'était même pas prévu dans le cours, une à une. Elle parlait comme si elle redécouvrait une vérité qu'elle connaissait déjà, mais qu'elles avaient laissé s'effacer. Camille pouvait murmurer aux voisins, tordre les dates, s'y peindre une victime. Mais dans cette pièce, j'étais pas seulement Madeleine, la mère, j'étais Madeleine, la boutisseuse, la tricoteuse, la résolveuse de problèmes, l'amie. Après la réunion, Françoise me rattrapa près de la table à café. Si quelqu'un ose encore répéter ces rumeurs, dit-elle fermement, ils devront le faire devant nous. Je ne pleurais pas, mais pour la première fois depuis des semaines, j'expirais quelque chose de profond. Je n'étais pas seule et j'avais pas besoin de crier pour être entendue. Ce soir-là, je rentrais à Versailles, replaçais le classeur dans le coffre, pas par peur, mais parce qu'il avait fait son travail. Je me tenais dans mon salon entourée de silence.
réalisant quelque chose que je n'osais pas croire avant. Je n'avais plus besoin de défendre mon passé, juste de vivre mon présent pleinement, visiblement, avec grâce. Alors je décidais, j'arrêterais de m'expliquer, de donner à Camille une tribune dans mes pensées, et à la place, je commencerais quelque chose de nouveau. Je sortais un vieux carnet, écrivais une seule phrase, candidate comme bénévole à la médiathèque de Fontainebleau. Ça semblait petit, mais ça ne l'était pas. C'était une promesse, un vœu que mon énergie, désormais, irait là où elle grandirait, où j'étais accueillie, nécessaire, respectée, pas parce que j'avais besoin de preuves, mais parce que je méritais la paix. L'invitation arrivait sur une carte bleu pâle, livrée à la main par Mathieu, le mari de Camille. Je ne l'invitais pas à entrer. Il se tenait sur mon perron à Versailles, comme un homme apportant une mauvaise nouvelle avec un nœud dessus. « Ma mère voulait prendre le thé avec toi », disait-il. « Elle pensait que vous pourriez aplanir les choses. Pas besoin de toute cette tension. » Il était poli, trop poli. Comme envoyé, je faillis refuser immédiatement. Mais quelque chose me disait d'y aller, pas pour eux, pour moi. Alors je m'habillais de mon pull préféré, celui que Camille disait me faire ressembler à un banc d'église. Je le portais quand même. Il était chaud et ne mentait pas sur qui j'étais. La maison de Geneviève à Neuilly-sur-Seine était pleine de pastels, des parfums polis. Le thé était trop infusé, les biscuits du commerce. Mais elle souriait, comme si nous étions sœurs de maternité. Je déteste voir les familles s'éloigner. Où coulait-elle ? Je sais que Camille peut être passionnée, mais elle veut bien faire. Elle veut juste se sentir soutenue. Je regardais les comptoirs impeccables, les pancartes décoratives disant « La famille d'abord ». Béni ce désordre, une chaleur mise en scène, sans brûlure. Elle continuait. « Camille m'a dit que vous vous étiez disputés. Je pensais, peut être pour le bien du bébé. Nous pourrions nous réunir. Je sais que tu as toujours voulu être impliqué. » Je prenais une gorgée de thé amer, le gardais en bouche un instant avant d'avaler, puis posais la tasse doucement. « Tu as déjà pris le rôle, disais-je calmement. Tu n'as pas besoin de moi. » Son sourire vacillait, incertaine de jouer l'offensive ou de battre en retraite. « Je ne suis pas en colère, » ajoutai-je. « Je suis claire. Il y a une différence. Mais Madeleine, il y a sûrement de la place pour plus d'une grand-mère. De la place, oui, disais-je. Du respect, non. » Elle clignait des yeux déconcertés. J'ai élevé Camille quand personne d'autre ne le ferait, pas pour les louanges, mais pas pour être effacée non plus. Je me levais, boutonnais mon manteau. Profite de ton thé, disais-je, et de ton titre. Tu as gagné son adoration. Et je sortais, pas en colère, pas amère, juste libre, car toutes les invitations ne sont pas des ponts. Certaines sont des pièges déguisés en rameaux d'olivier. Et j'avais traversé assez de mauvais ponts dans ma vie pour savoir quand faire demi-tour. On m'a demandé de parler à la médiathèque de Fontainebleau, juste un petit rassemblement communautaire, surtout des femmes, certaines retraitées, d'autres cherchant encore leurs repères.
Le thème était la résilience à travers les années. Suzanne avait soumis mon nom, sans me le dire. Je faillis refuser, mais je ne le faisais pas. Je me tenais devant un cercle de chaises pliantes, main autour d'une tasse de café tiède. Je n'ai pas toujours été seule. Comment sais-je? Mais je me suis souvent sentie invisible. Quelques femmes hochaient la tête. J'ai élevé une fille qui ne me voit plus comme partie de son succès. Juste le silence dont elle a grandi. Chafrapait. Je le voyais sur leur visage. Reconnaissance. Tristesse. Cette douleur crispée d'avoir donné tout son corps à l'amour pour qu'on dise plus tard que c'était pas assez. Je ne pleurais pas. À la place, je leur parlais des dîners cuisinés quand je n'avais rien dans le frigo, sauf de la détermination des robes de bal cousues, car nous ne pouvions pas nous permettre les boutiques des trajets pour chaque entretien avec des pièces pêchées dans la boîte à gants. Et comment? Après tout ça, j'étais remplacée par quelqu'un de plus récent, plus brillant, Kelkun, qui souriait et disait oui plus souvent. Ma fille dit aux gens que je ne croyais pas en elle, disais-je doucement, que j'étais amère, une femme en face, essuyer une larme, mais croire ne ressemble pas toujours à encourager. Parfois, ça ressemble à prends le quart de nuit, si ça te met le pied à l'étrier, ou on peut pas payer l'école d'art, mais je t'emmènerai dans chaque galerie du comté jusqu'à ce que quelqu'un se souvienne de ton nom. Un silence s'installe pas lourd, mais sacré, comme si ils tenaient quelque chose de tendre entre eux. Je souriais doucement. Je pensais devoir m'expliquer, justifier les choix faits pour l'élever. Mais j'ai pas besoin de permission pour être fière d'avoir survécu. Quand ça finissait, plusieurs femmes m'enlaçaient. Certaines ne disaient rien. Juste comme si j'avais dit à voix haute quelque chose qu'elle n'était pas prête à murmurer. J'étais nuite. Je rentrais à Versailles, me regardais dans le miroir, pas comme la mère de quelqu'un, pas comme l'erreur de quelqu'un, mais comme une femme qui avait traversé le feu sans jamais laisser les flammes toucher les pieds de sa fille. J'attendais jusqu'au matin de sa fête prénatale, celle où je n'étais pas invitée. Je savais depuis des semaines que ça se passait. Voyez les publications en ligne, ballon rose doux, un gâteau à 3 étages, un registre plein de choses que je rêvais d'acheter, des choses déjà achetées discrètement des mois auparavant, avant que les mots vraie grand-mère ne brisent tout. Je ne pleurais pas, n'y pas. À la place, je m'asseyais à ma table à manger à Versailles, allumais une seule bougie, commençais à écrire « Chère Camille ». Ce n'est pas une lettre d'amertume, c'est une lettre de vérité. Tu as choisi de m'effacer de ton récit. C'est ton droit, mais je ne resterai pas silencieuse. Juste pour que ton histoire soit plus jolie. Je t'ai élevé parfaitement, mais pleinement. Je t'ai donné ce que j'avais, temps, travail, discipline, un amour qui ne portait pas toujours un sourire. Je ne viendrai pas à ta fête, pas par colère, mais parce que je refuse de m'asseoir dans une pièce où je suis à la fois présente et indésirable. J'ai modifié mon testament, pas pour punir, pour réaligner. Mon héritage ira où il est nécessaire décider.
respectée. J'incluais des documents dans cette enveloppe légaux, notariés, définitifs, aussi des photos, celles que tu sembles avoir oubliées, toi dans mes bras à ton premier récital, moi applaudissant plus fort que quiconque, toi endormi dans mon manteau, quand ta fièvre ne tombait pas, moi tenant ton diplôme universitaire avec une fierté que tu n'as pas vue. Ces choses ont eu lieu, que tu dises le contraire à tes amis ou non. Tu as choisi une autre famille maintenant, une qui te flatte plus. C'est bien, je ne vais pas rivaliser, mais je ne serai pas effacée si son amour t'a mieux élevé. Sois meilleur pour elle que tu ne l'as été pour moi. Et je scellais la lettre, pas de larmes tachant le papier, juste de l'encre de l'intention. Je l'envoyais cet après-midi sans numéro di suivi, sans adresse de retour. Elle saurait que c'était moi, que c'était fini. 3 jours après la fête prénatale, je vendais les héritages. Il reposait dans mon coffre en cèdre depuis des années le médaillon de ma mère, le service à thé en argent de mon mariage, même la courte pointe cousue par mon arrière-grand-mère. Camille supposait toujours qu'il serait à elle un jour. Quand j'aurai une fille, disait-elle, je rêveur, plans d'attente. Je les transmettrai. Elle n'avait jamais demandé si j'étais d'accord. Elle s'attendait à ce que l'amour signifie héritage automatique, que le legs était une récompense qu'elle n'avait pas à gagner. Mais le legs, réalisais-je, n'est pas une question de sang, c'est une question de respect. Et le respect était une monnaie qu'elle n'avait jamais appris à payer. Alors j'appelais un acheteur privé, il venait avec des gants, des mots doux, parlait de préservation, de provenant. Je ne sciais pas quand il nommait les prix. Yenya Merchandise Post. Je signais, lui tendais les objets, regardais, tandis que des générations d'attente sortaient par la porte. Ça semblait pas une perte, mais une libération. Cet après-midi, je me connectais à mon compte bancaire, fermais le dernier compte d'épargne commun ouvert pour Camille il y a des années, celui auquel elle ne contribuait jamais, mais qu'elle mentionnait souvent pour les urgences futures. Puis je retirais son nom des contacts d'urgence sur mes formulaires médicaux. Et enfin, je bloquais son numéro, pas par colère, mais parce que j'avais besoin de la paix que seul le silence pouvait offrir. Le lendemain matin, je changeais mes serrures à Versailles, pas parce qu'elle avait une clé, mais parce que je ne voulais pas du souvenir qu'elle pense pouvoir entrer à nouveau. Puis je parcourais ma maison, comme une femme chassant la fumée d'une pièce. J'ouvrais les fenêtres, époussetais les étagères, Ranguise, la nurserie. Un par un, je pliais les petits vêtements, mettais les livres en boîte, pas pour les donner, pour les offrir. Quelque part, un autre bébé avait besoin d'un commencement intact de culpabilité. À midi, je conduisais au refuge pour femmes à Boulogne-Billancourt, leur tendais la boîte, la jeune coordinatrice clignait des yeux. Quand je lui disais ce qu'elle contenait, tout fait main, je hochais la tête, elle tendait la main vers la boîte, lentement, comme si elle contenait quelque chose de sacré. « Merci », murmurait-elle. Je partais sans donner mon nom, car je ne le faisais pas pour le crédit, mais parce que les bonnes choses méritent de meilleurs foyers. En rentrant,
La maison semblait différente, légère, épurée, mienne. Je me préparais un déjeuner, juste un sandwich, simple, m'asseyais à la table. Où la trahison avait eu lieu, la chaise où Camille s'était assise était vide, et je la laissais l'être. Cet après-midi, je commençais la dernière étape. Je me connectais à mon ordinateur, à mon compte PhotoCloud, que Camille supposait que je continuerais à payer, télécharger chaque photo qui comptait encore bébé Camille, avec du chocolat sur les joues, moi et Jacques la tenant à l'hôpital, sa remise de diplôme, où je portais la même robe qu'à mon mariage, car je ne pouvais pas m'en offrir une nouvelle, puis je supprimais le reste, pas pour l'effacer, pour me détacher de la version d'elle qui pensait que je lui devais tout, juste pour être, quand le dernier fichier disparaissait, Gimadosize expirait, je n'avais pas besoin de sa gratitude ni de ses excuses. J'avais besoin de son absence et maintenant je l'avais. Elle venait à ma porte juste après-midi, sans avertissement, sans frapper, juste le claquement d'une portière. Le clic de talon que je reconnaissais bien avant de voir son visage. Camille, joues rouges, voix déjà tendue. Tu m'as bloqué, crachait-elle, dès que j'ouvrais la porte. Es-tu sérieuse? Maman, je ne m'écartais pas, ne l'invitez pas. J'irai sous ta petite lettre, lançait-elle, agitant l'enveloppe comme une liste d'accusations. Et les changements de testament, vendre les héritages familiaux, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Sa voix résonnait dans la rue calme de Versailles. Un jogger s'arrêtait de l'autre côté. Une cloche éolienne tintait quelque part derrière. Je ne disais rien, reculais dans le couloir, prenait une seconde enveloppe sur la console, celle qu'elle n'avait pas encore vue, la lui tendais. C'est quoi? Lançait-elle. Lis-la. Quand tu seras seule, disais-je, tu ne me trouveras plus à attendre ici. Son visage se tordait, confusion, heurtant la rage. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais je ne répondais pas, n'offrais pas de réconfort, ne tendais pas la main, comme je le faisais toujours, apaisant son feu avec l'eau de mon silence. Je la contournais, descendais l'allée, montais dans ma voiture, conduisais, je ne regardais pas en arrière, car elle ne venait pas se reconnecter, elle venait réclamer ce qu'elle pensait posséder. Mais j'avais déjà tout donné, pas par colère, par clarté, qu'elle lise la vérité dans une pièce calme, sans public à impressionner, qu'elle s'asseye avec l'écho de sa propre prétention. Et moi, enfin, être ce que je n'avais pas été depuis des décennies, partie, elle l'avait lu, je le savais. Je le sentais le lendemain matin dans le changement d'air, le genre de silence qui vient seulement après qu'on a été dépouillé de l'histoire qui servait de bouclier. Elle n'appelait pas, ne se montrait pas, mais il y avait son message indirect. Bien sûr, Suzanne me disait que Camille avait pris un jour de congé, annulé un brunch de fête prénatale prévu avec Geneviève, disant qu'elle se sentait pas bien. Je souriais discrètement, elle n'était pas malade, elle s'effilochait. La lettre n'avait pas de venin, pas de fioriture dramatique, juste la vérité. Et froide, documentée, indéniable, page on les relevés financiers,
bourses, frais scolaires payés quand elle disait que je ne soutenais pas ses rêves. Page 2, photo d'elle à chaque phase, brisée, grandissante, triomphante. Et mes légendes manuscrites, j'étais à ses côtés chaque fois, même quand elle ne regardait pas en arrière. Page 3, les vêtements de bébé, date cousue dans les étiquettes, un reçu du magasin de tissus, horodaté. Avant qu'elle ne me dise le genre, page 4, copie des formulaires de dons signés Bourses et son nom, preuve que je prenais l'héritage qu'elle jetait pour en faire de l'espoir pour quelqu'un d'autre. Et enfin, la lettre, pas pleine de reproches, mais de mémoire. Je lui rappelais ce qu'elle disait à 5 ans, incapable de dormir sans que je chante « Mon cœur s'ouvre à ta voix ». Comment je tressais ses cheveux pour chaque photo scolaire, comment je la serrais après son premier chagrin d'amour, murmurante. Tu es toujours assez... J'écrivais « Tu voulais une mère qui te gâtait. J'ai choisi de te préparer à un monde qui ne le ferait pas. Tu voulais des contes de fées. Je t'ai donné un toit, des draps propres, un garde-manger jamais vide. Tu voulais de la douceur. Je t'ai donné de la force. Et maintenant, tu dis que je ne t'ai rien donné, mais tu es en vie grâce à mes sacrifices et tu es devenu qui tu es parce que je me tenais là où personne d'autre ne le ferait. Puis je concluais avec ce que je savais brûler, pas par cruauté, mais par vérité. Si son amour t'a mieux élevé, sois meilleur pour elle que tu ne l'as été pour moi. Et je signais ta mère, mais plus ta gardienne. Je ne laissais aucune ouverture, aucune invitation. Pas de « appelle-moi » si tu veux parler, car je n'avais pas besoin de conversation. J'avais besoin que la vérité s'installe dans ses os, comme l'hiver. Suzanne rappelait ce soir-là, elle est silencieuse, disait-elle, comme surprise. Ce n'est pas le genre de lettre à laquelle on peut répondre, disais-je. C'est le genre qu'on porte ou dont on fuit. Suzanne restait silencieuse un instant. Penses-tu qu'elle reviendra un jour? Je regardais mon jardin à Versailles. Les pivoines s'effondraient maintenant, pétales doux sur le sol. Je ne sais pas, disais-je, et je suis d'accord avec ne pas savoir, car ce n'était plus à propos de Camille, c'était à propos de moi. Il commençait à appeler à nouveau, pas Camille, mais la famille. D'abord, tante Louise, voix faible, incertaine. J'ai entendu des choses sur ce qui s'est passé sur la bourse. Madeleine, Viennas. Puis cousine Marianne, puis la sœur de Suzanne, puis le cousin de mon défunt mari, qui n'avait pas appelé depuis 7 ans. Il revenait goutte à goutte, comme l'eau à travers la pierre fissurée, hésitant, prudent, se souvenant soudain que j'existais et je l'entendais dans leur voix, la culpabilité d'avoir cru Camille sans question, d'avoir hoché la tête poliment quand elle me disait trop rigide, distante émotionnellement, confuse, la culpabilité de n'avoir jamais demandé mon côté. Je ne l'offrais pas. Je ne le devais pas. Chaque appel finissait pareil. On aimerait te voir un jour, ou on aurait dû vérifier plus tôt. Et chaque fois, je répondais, je vais très bien, car je l'étais. Je ne les laissais pas entrer, pas pleinement, plus maintenant,
pas par colère, mais parce que j'avais dépassé la version de moi qui courait après les gens, juste pour se sentir visible. Je ne passais plus d'audition pour de l'affection. Un soir, Suzanne passait avec un clafoutis, un sourire narquois. J'ai entendu de Françoise que le mari de Camille, Mathieu, pose des questions. Je haussais un sourcil. À propos de quoi? De toi, ton testament, tes finances. Il a vu le communiqué de la bourse. Des- je citais, Madeleine a toujours été plus généreuse qu'on ne lui reconnaissait. Je laissais échapper un souffle, à moitié un rire. Maintenant, il veut réviser le récit. Suzanne s'adossait à sa chaise. Les hommes, comme ça, pensent toujours qu'ils peuvent gérer les dégâts, mais c'est pas une mauvaise semaine de relations publiques, c'est son reflet qui craque. Je réfléchissais un instant, peut-être me respectait-il maintenant, peut-être voyait-il les fissures dans la version de moi peinte par Camille, mais ça n'importait pas, car leur validation ne réparait pas ce qui était brisé. Ça prouvait juste ce que je savais déjà, que la vérité a du poids et finit par s'installer. Cette semaine, je recevais une invitation à un petit rassemblement familial. Voguais, sans engagement. Camille serait là, sans pression. Bien sûr, disait le message, tu nous manques, mais c'était de la pression enveloppée dans une fausse chaleur, des excuses tièdes, et tu refusais pas avec colère, avec grâce. J'écrivais en retour, je vous souhaite le meilleur, mais je ne me placerai pas dans des espaces qui m'ont oublié quand ça comptait. Aucune réponse ne venait après, comme prévu, mais il y avait de la paix dans le silence. Car cette fois, le silence était le mien. Samedi, je m'achetais une paire de boucles d'oreilles en perles, pas tape à l'œil, pas chère, juste élégante. Je l'ai portée au service du dimanche à l'église Saint-Pierre, me tenais un peu plus droite, pas pour être vue, mais parce que j'étais enfin visible à moi-même. Et quand Françoise se penchait, murmurait, tu ressembles à quelqu'un qui ne porte plus de poids mort. Je souriais, car elle avait raison, je ne portais plus le poids d'être mal comprise, mal aimée, réécrite. Je portais seulement ce qui comptait maintenant. Ma voix, ma clarté, moi-même, ça m'est dit. Je m'installais dans un petit appartement à Deauville, en Normandie, modeste, mais entièrement à moi. Depuis la fenêtre, je voyais la mer scintiller sous les lumières du soir, les planches emblématiques bordant la plage. Mon nom figurait sur le bail, ma clé de boîte aux lettres dans ma poche, une liberté reconquise. J'avais acheté des rideaux en coton au marché local, une lampe en verre soufflé, une table en bois patinée par le sel, pas de mensajes, pas d'ombre, juste la paix et le début d'une nouvelle vie